Bonjour à toutes et à tous. Donc, je vais essayer de vous présenter de la façon la plus didactique possible quelques briques sur les programmes européens et notamment ceux qui sont dédiés aux entreprises. Donc, l'objectif, c'est de vous représenter, parce qu'il a été dit beaucoup de choses ce matin, notamment dès la première introduction par par le responsable. Et on va essayer de recaler un petit peu ces notions fortes. Notamment, j'ai beaucoup entendu parler de TRL. On va les recaler un petit peu. Et puis vous présenter dans le panorama de H2020 comment on peut aider les entreprises. Alors, moi je suis à l'Institut Mines Télécom, je viens de Mines Saint-Étienne. Tout à l'heure on a parlé des grandes écoles, on a oublié les mines et les télécoms, donc on les reprécise là. Puis comme il y a quelqu'un qui est avec moi des Mines Télécom, c'est important. Je suis surtout à la direction du Carnot Mines et ce sont des structures qui sont intéressantes. Les points de contact nationaux forment 21 consortia. Ça dépend des thématiques. Alors vous avez 21 grandes thématiques. Et dans ces consortia, il y en a un qui s'appelle le PCN-PME, le point de contact national pour les PME. Et je représente une des structures qui est notamment le Carnot Mines avec l'Institut Mines Télécom au sein de ce consortium. Et je voudrais attirer votre attention que le coordinateur principal, c'est la BPI dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Alors je voudrais juste recaler le programme H2020. Je ne vais pas vous refaire tout l'historique, ce serait trop long. H2020, ce n'est pas 80 milliards d'euros, c'est 75,7 milliards d'euros. Pourquoi ? Parce qu'une partie a été prise par M. Juncker pour nantir la BEI et la BPI en particulier, c'est-à-dire qu'ils soient capables d'alimenter des fonds pour les entreprises. Et on a 3 grandes priorités sur H2020. Pourquoi est-ce qu'on appelle H2020 ? Parce que c'est le 8e programme cadre qui suit le 7e et on est déjà en train de préparer le 9e programme cadre. Ce 8e programme cadre fait référence à l'excellence scientifique. L'Europe, elle doit absolument reprendre son excellence scientifique. C'est la primauté industrielle, c'est-à-dire qu'au sein du programme Horizon 2020, on a mis la primauté industrielle comme un élément clé. Il faut redonner aux entreprises les subventions qui sont nécessaires pour qu'on puisse débaucher sur des marchés. Tout à l'heure, on a beaucoup parlé de TRL qui monte. Aujourd'hui, on veut que la recherche est une finalité et que les entreprises débouchent sur le marché. Ça a été la force des Américains, ça doit être la force de l'Europe aujourd'hui. Et puis ensuite, il y a des défis sociétaux qui sont des approches transversales de problématiques. Moi, je suis un chercheur. On m'apprenait il y a 30 ans des maths, de la chimie, de la biologie, etc. Aujourd'hui, ce sont des approches transversales. Ce sont des approches de la complexité des systèmes. Quand vous travaillez par exemple sur le véhicule du futur, vous ne faites pas que de la thermodynamique, vous ne faites pas que de la chimie. Alors, si on reprend ce qu'a dit tout de suite là avant, c'est Isabelle, on va s'intéresser dans la primauté industrielle à ce qu'on appelle l'EIT. C'est ce qu'on appelle les technologies clés génériques. Ces technologies clés sont l'ossature de la stratégie de Bruxelles, mais elles forment aussi une ossature en termes de programme de recherche sur la stratégie française de recherche. Ces technologies clés forment avec les TIC les grands domaines d'action qui sont possibles au travers de l'instrument PME. Si on regarde les lignes thématiques, vous verrez, moi je ne les ai pas numérotées, vous avez 24 grandes lignes de programme. Chaque programme, chaque ligne, c'est un book qui fait 200 pages avec dedans une multitude de calls. Donc ça veut dire qu'on a résumé là-dessus, j'ai essayé de vous résumer, les grandes actions sur l'excellence scientifique, et vous voyez notamment la deuxième ligne, c'est des actions Marie Sklodowska-Curie, où des industriels peuvent accueillir des chercheurs, des postdocs, des chercheurs seniors dans leurs entreprises pour développer des recherches. Ensuite, vous avez la primauté industrielle, où vous voyez l'accès à l'ensemble des thématiques qui ont été précisées avant. Si on continue, vous avez les défis sociétaux, qui sont les grands domaines sur lesquels on agit, que ce soit la santé, la sécurité alimentaire, l'énergie, j'en passe jusqu'à la sécurité. Et vous allez voir petit à petit émerger des domaines, émerger des thématiques qui sont le fonds de commerce de la Commission européenne. Et puis dans les aspects transversaux, on voudrait propager l'excellence. On voudrait surtout faire de la science pour et avec la société. Juste d'un point comme ça, très rapidement. Depuis 20 ans, les chercheurs ne parlent quasiment plus à la télévision ou sur les radios, et les industriels, on ne les entend pas beaucoup, les PME j'entends.
Donc il faut qu'on reprenne notre rôle pour tenter de convaincre les gens que le progrès est synonyme de quelque chose de positif. Parce qu'aujourd'hui, si vous entendez bien, psychologiquement, les gens, avec le progrès, les gens, ils ont une réticence, ils ont un aspect négatif qui colle à ce progrès. Donc il est important de recaler ça. Et puis d'autres actions transversales, et je vous parle, l'avant-dernière ligne, je vous parlerai de Fast Track to Innovation, qui est un programme particulier pour lequel 2017 n'a pas été financé, mais qui repart en 2018. Alors sur les budgets, vous voyez globalement, 40% du budget, c'est pour les défis sociétaux, pour les aspects transverses. Je parle du budget de Horizon 2020 sur la période de 7 ans, de 2014 à 2020. Et vous voyez que la primauté industrielle, c'est 17 milliards d'euros. Ça représente un quart du budget. Sur 17 milliards d'euros, si les Français arrivent à capter 1 seul % en termes de croissance, on capte à peu près 300 millions d'euros. La chandelle est forte et le jeu en vaut le coup. Donc, l'objectif de la Commission, très clairement dans le cadre d'Horizon 2020, c'est que 20% du budget aille aux PME. Et je redétaille ces lettres. Une PME, au sens de la définition de Bruxelles, c'est moins de 250 salariés et moins de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires ou 43 millions en consolidé s'il y a des filiales. L'objectif, il est là. Donc 17 milliards pour les PME et 20% du budget, c'est bien. Alors sur les dispositifs en faveur des PME, après ce rappel de cadrage général, je voudrais juste passer 2 minutes là-dessus. Ça va être le plus long slide que vous avez, puisque le reste, je vais essayer d'aller assis. Comme ça vous a été dit ce matin, mais c'est peut-être pas clair, un projet collaboratif, au sens de Bruxelles, implique des académiques, implique un TRL bas, alors que l'opportunité de marché implique un TRL haut. Et qu'est-ce qu'on assiste, à quoi assiste-t-on aujourd'hui? C'est que l'ensemble des projets qui vous ont été présentés ce matin, notamment par M. Lenoble, l'ensemble des projets, vous avez un glissement des TRL qui va de plus en plus haut. Ça veut dire qu'on est intéressé par le fait que les PME aillent directement sur le marché, aient des opportunités de marché. La recherche, c'est bien, mais vous allez voir après que le transfert entre la recherche publique avec des fonds publics sur des opportunités de commercialisation relève vraiment d'un petit gap qui s'appelle le funding gap, qu'on va voir. Donc vous voyez que sur la gauche, vous avez des projets collaboratifs, c'est de la R&D, et puis plus on tend vers la droite, on passe par des R&D, de la R&D pour des PME innovantes, on passe par des Eurostars, et on arrive sur l'instrument PME et les Fast Track to Innovation dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ces opportunités de marché, donc plus on va vers la droite, plus ça concerne les PME. Et l'instrument PME va être dédié uniquement aux PME. On ne veut plus d'académiques, d'institutionnels, il n'y aura que des PME. J'ai essayé de vous résumer sur ce slide, au niveau européen, l'ensemble des programmes qui sont capables de financer votre recherche et votre commercialisation. En abscisse, en bas, vous avez de la recherche fondamentale jusqu'à la croissance. C'est les TRL. Je fais des TRL 1, 2, puis ça va jusqu'à 9. Mais on en va en reparler. Et puis vous avez ce qui est du top-down ou du bottom-up. L'Europe tente de favoriser le bottom-up, c'est-à-dire que l'Europe tente de faire émerger des projets qui, a priori, sont un petit peu dilués dans la masse. À partir de cela, vous avez donc vos projets collaboratifs, vous avez des GTI qui sont des ensembles de sous-traitance assez gros, avec plusieurs millions d'euros, voire plusieurs dizaines de millions d'euros. Puis vous avez l'instrument PME qui est en vert, donc dédié aux PME et uniquement aux PME. Ensuite, vous avez le Fast Track to Innovation. Alors, il y a 2 couleurs, tout simplement parce que vous avez des PME qui peuvent s'associer aux grands groupes, et c'est la seule opportunité en Europe, en dehors du collaboratif, d'avoir des grands groupes là-dessus, avec éventuellement des institutionnels ou des académiques. Puis enfin, le Eurostars, où vous avez à minima 2 partenaires de 2 pays différents, mais il peut y en avoir 3 ou 4, et il peut y avoir d'autres types que des PME. L'ensemble des taux de subvention. En Europe, il n'y a que de la subvention, il n'y a pas d'avance remboursable. La subvention est de 100% sur les projets collaboratifs, et un industriel qui participe à un projet collaboratif obtiendra 100% des coûts complets. Plus 25% de taux d'overheads. Pourquoi? Puisque quand vous travaillez dans votre entreprise, vous avez besoin d'électricité, d'eau, de café, etc. C'est normal. Donc vous avez votre taux d'overheads qui vient doubler, qui vient multiplier par 0,25 votre coût complet. Pour l'instrument PME, étant donné que ce sont des structures commerciales, vous avez 70% de taux de subvention et 25% de taux d'overheads. Et puis vous continuez jusqu'à Eurostar, où en fait Eurostar,
Ce n'est pas un financement européen. C'est une évaluation européenne, une décision européenne, mais qui arrive avec un financement national. Et ce taux est de 30 à 40%. Les Allemands mettent 40%. Nous, ça dépend aussi, et ça dépend de la structuration. Donc ce tableau vous schématise un petit peu l'ensemble des systèmes. Si on regarde bien, tout ce qui est non commercial ou académique, c'est 100% des coûts directs de subvention, plus 25% de taux d'overheads. C'est ce qu'on appelle les coûts indirects, qui sont valables sur tous les postes, à l'exception d'un seul, la sous-traitance. C'est logique. Et enfin, sur les entreprises, donc sur les actions commerciales, ce qu'on appelle les innovative actions, c'est 70%, c'est ce qui est proche du marché avec les taux d'overheads. Globalement, les projets collaboratifs vont capter 13% des financements pour les PME et exclusivement pour les PME. Et 7%, c'est capté par l'instrument PME, et on va reparler des taux de financement. Vous regardez qu'à la sortie, vous avez globalement 17 milliards d'euros. Sur ces 17 milliards, chaque fois que la France prend 1% d'augmentation, on capte 100 millions d'euros. Donc ça veut dire que c'est très important et qu'on souhaite que les PME aillent par là. Quel est le concept? C'est la vallée de la mort. Je ne sais pas si vous êtes allé déjà aux États-Unis. La vallée de la mort, on va la traduire comme ça. Comment est-ce que je passe d'une connaissance à un marché? Comment est-ce que je passe mes piliers? Donc cette connaissance au marché, c'est ce qu'on appelle le SBIR américain. C'est le Small Business Innovative Research Program. Ça veut dire quoi? Que les Américains l'avaient mis déjà au point en 82. L'Europe l'a réinitialisé en 2014. On n'a pas trop de retard, on va dire. Simplement, les fonds publics, c'est ce qui finance beaucoup de choses. Je vous rappelle que le but de l'Europe, c'est d'avoir un financement public de la recherche qui tend vers 3%. On est loin du compte, mais on remonte un petit peu en palier. Et vous avez une zone entre les fonds publics et les business angels, c'est de dire, voilà, j'ai besoin de 1 à 3 millions d'euros. C'est ce que vous avez dit tout à l'heure, hein, en fait, pour pousser une entreprise. J'ai besoin de 1 à 3 millions d'euros pour pousser mon innovation, mon concept, pour le commercialiser. C'est ça dont j'ai besoin. Et là, on a cette fameuse échelle TRL, Technology Readiness Level, l'échelle de maturité technologique. On peut l'utiliser aussi technico. Elle va de 1 à 9. C'est une échelle qui est assez claire, où on fait de la R&T, puis de la R&D, et vous voyez qu'on sort entre 6 et 7. Le TRL 6, c'est la sortie du laboratoire. Vous avez un petit, alors on ne parle pas vraiment de prototype, vous avez un petit démonstrateur de laboratoire qui est tout petit. Moi, je suis un chercheur, j'ai travaillé sur des digesteurs. On sort 3 mm3, puis on essaie d'en faire 10 m3, pas mm3. Et ce qu'on appelle le scale-up est très compliqué parfois. Donc il faut juste imaginer qu'entre un système de labo et un système industriel, on a un petit problème, c'est qu'on a besoin d'équipement, on a besoin de financement. Et c'est la fameuse vallée de la mort. Puis vous allez, avec les ventes sur le marché, vers le TRL 9. On voit souvent cette échelle de TRL qui part d'une recherche basique de technologie et qui monte jusqu'au système test, le launch et les operations. Ça, ce sont des échelles de maturité où, quand on vous les précise, on va vous dire, voilà, à 5, 6, c'est bien, mais il faudrait plus. Alors, vous regardez si c'est 6, 7. Alors, comme je monte aussi des projets, je les écris, on met parfois, c'est une échelle de 6,42. Je suis incapable de savoir ce que veut dire 6,42. Donc, soyez à peu près clair, entre 6 et 7, c'est 6/7 ou 7/8, que vous ayez surtout l'idée que c'est sorti du labo et que c'est commercialisable. Quelles sont les raisons objectives de participation sur un instrument PME, donc un instrument européen? Vous avez compris que c'est ouvert à toutes les PME des 28 pays. Vous avez remarqué que c'est toujours les 28 pays parce que nous n'avons pas le droit de sortir les Grands-Bretons parce qu'ils sont toujours là au moins jusqu'en mars 2019. Et en mars 2019, on ne sait pas s'ils ne vont pas faire un divorce en amiable en restant quand même bien avec nous parce que c'est un peu compliqué pour eux. Donc ça veut dire que c'est les 28 pays plus les pays associés. Il y a aujourd'hui 12 pays associés, la Suisse ayant réintégré les pays associés depuis le 1er janvier 2017. Parce que la Suisse avait fait une votation, elle n'était pas d'accord avec l'Europe, donc elle avait été écartée des financements européens. Maintenant, elle est revenue dedans parce qu'elle a été sérieuse. Ensuite, le soutien possible à une seule entreprise. 90% des dossiers, c'est une seule entreprise, mais il est possible d'avoir des partenaires. Ne confondons pas les sous-traitants et les partenaires. Un partenaire, c'est quelqu'un qui prend un risque financier avec vous. Ensuite, vous avez 3 phases successives qu'on va détailler. Il n'y a pas d'obligation de postuler à la 1 puis à la 2. Vous postulez à la 1 ou à la 2, c'est en fonction de la maturité de votre projet. Et ça ne dépend que de votre projet.
Le financement est de 70%, sauf une exception, ce sont les essais cliniques qui sont pris en charge à 100% pour les problématiques de santé. Pas pour les problématiques de e-santé, sauf si elles nécessitent des essais cliniques, jusqu'à la phase 2A. Les idées doivent être de dimension européenne, et enfin, il y a 4 cut-offs chaque année. Vous remontez les filets 4 fois par an. Alors, pourquoi participer? C'est la Champions League. Très honnêtement, vous avez une visibilité. Et alors, justement, je voudrais attirer ce point-là, c'est qu'on le verra tout à l'heure avec le COE. On a travaillé un petit peu avec Isabelle de Sutter sur comment financer des entreprises qui avaient eu un Seal of Excellence, mais qui n'étaient pas financées. On en reparlera tout à l'heure. L'instrument PME, il est basé sur une BPDI fondamentale. L'innovation, quelle est mon innovation? On vous a parlé d'innovation tout à l'heure. Pour moi, il y a 2 types d'innovation qui sont très demandés aujourd'hui, la radicale et l'innovation de rupture, la disruptive innovation, comme on dit. L'innovation de rupture, c'est vraiment que vous montez autre chose avec moins de coûts, plus de possibilités, plus de performances. L'innovation radicale, ça se trouve beaucoup dans tous les systèmes électroniques. Vous savez, vous avez des boîtes qui essaient de concurrencer les GAFA, Google, Amazon, etc. Ça, c'est vraiment de l'innovation radicale. Vous créez quelque chose qui n'existe pas, par exemple dans le commerce. Donc c'est difficile aussi de mettre une échelle TRL sur certains projets. Donc on a proposé au niveau du GTN, du groupe technique national, dont je fais partie, j'ai proposé une échelle MRL, qui veut dire Management Readiness Level. C'est-à-dire que ce n'est pas de l'ingénierie, c'est plutôt du commerce ou du management. Donc quelle est l'innovation? Et puis surtout, deuxième chose, quel est le business? Et vous allez faire un instrument PME, non pas sur de la R&D, mais sur du business. Qu'est-ce qui intéresse l'Europe? C'est le business. Qu'est-ce qui doit vous intéresser? C'est le business. Qu'est-ce qui va réintéresser l'Europe plus? C'est le business que vous allez être capable de faire en plus si on vous aide. C'est ça l'idée. Donc on va valider un concept, on va faire de la R&D et on va essayer de le vendre. Et c'est quoi l'idée? Je fais une faisabilité technique et de marché, c'est une phase 1. Et ensuite, je fais une démonstration de mes activités. Je mets en route mes démonstrateurs industriels pour prouver que ça fonctionne dans les conditions opérationnelles. Et 3, c'est j'ai un soutien par du coaching et du mentoring pour la commercialisation. En clair, 10 pages sur l'instrument phase 1. 10 pages, ça veut dire, moi j'en vois beaucoup des industriels qui me disent oui, on a 3 jours. Non, ce n'est pas 3 jours. Un projet européen se monte, se pense, se réfléchit et se monte en un certain temps. Une phase 2, il vous faut 6 mois minimum, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, 10% du budget, 10 pages, c'est 10% des budgets alloués, et c'est 50 000 €, c'est une somme forfaitaire que vous n'avez pas à détailler, qui vous est attribuée si vous êtes éligible et finançable. Phase 2, c'est 30 pages, vous verrez, on va voir les critères après rapidement, je crois que j'ai un peu de temps. Et ensuite, c'est de 500 000 à 2,5 millions d'euros de subventions. Donc ça veut dire que votre projet, il fait au moins, si vous avez 2,5 millions, environ 3,5 millions d'euros, puisque ça dépend des sous-traitances, la sous-traitance minimisant les coûts indirects. C'est de 12 à 24 mois. La plupart du temps, les projets de phase 1, c'est de 6 mois, et les projets de phase 2, c'est 24 mois à 98% des cas. Et pour les projets de phase 2, à 96% des cas, les boîtes sont toutes seules. Phase 3, elle commence à débuter, puisque mécaniquement, il fallait au moins 2 ans. C'est simplement un soutien de coaching et de mentoring et de voir votre gestion de la pays de propriété industrielle qui est un point clé. Alors les calls, regardez, en phase 1, alors je vous ai mis les calls de 2016-2017 parce qu'ils se ressemblent pour la phase 1. C'est tous les 3 mois, c'est assez régulier. Mais regardez la phase 2. Il y a en 4 mois 3 cut-offs et il y en a un en fin d'année. Les 2 derniers qui vont arriver, c'est le 18 octobre pour la phase 2, donc dépêchez-vous, ça va être court. Et ensuite, le 7 novembre, c'est une date qui est anticipée, ça vient de sortir. La commission estimant que le 8 novembre, c'était trop tard. Alors, on va arriver à des lignes thématiques et vous allez retrouver des choses. La problématique de H25, c'est que ce qu'on appelle des séquences de travail, des séquences de programmes de travail. On avait un WP qui s'appelle Work Program 2015. C'est des programmes de 2 ans. Puis on fait un run, comment on dit? On fait on regarde le truc et on fait un petit bilan au bout de la moitié du temps. Puis ensuite, on prépare, ça sert à préparer un autre programme de travail qui est quasiment le même, mais où on a adapté quelques petits dysfonctionnements. On était sur la ligne 2016-2017, donc on est encore sur 2017, puisqu'il reste 2 calls. Et puis, vous voyez que 2018-2019, ça va sortir. Alors, tout le monde envoie en ce moment plein de WP en disant « oui, c'est ça ». Non. Je vous arrête tout de suite, c'est non. Pourquoi? Parce que c'est ce qui est en préparation.
Mais le vote du Parlement n'intervient que le 27 octobre. Et tant que ce n'est pas publié, ce n'est pas sûr. On a eu des grosses surprises comme ça sur le WP 2016-2017, où à la fin de 2015, ils ont publié des trucs, on s'attendait à certaines choses et ce n'est pas arrivé parce qu'il n'y avait pas de budget. Typiquement FTI. Donc, il faut être très prudent. Et puis, vous avez une dernière année 2020. Et on commence déjà à préparer, je suis dans un groupe de travail qui prépare le FP9. C'est quoi l'idée ? C'est qu'on puisse faire du lobbying pour dire, voilà, les Français, ils aimeraient bien qu'on aille plutôt dans ce sens-là ou plutôt là-dedans. Les Français, par exemple, sont très bons sur les transports et la santé. Et les ICT, donc tout ce qui est Information, Communication and Technology, envahit tout. C'est ce qu'on appelle les Digitizing and Transforming Services and Energy and Industry. Et on va le voir, c'est comme ça qu'on avance. Donc il faut faire du lobbying dans un premier temps. Les institutionnels s'en occupent beaucoup. Les pôles de compétitivité sont à la pointe là-dessus, je dois le reconnaître. Mais il faut aussi qu'on puisse emmagasiner ce que l'on veut. Si on prend les lignes thématiques du WP 16-17, on ne va pas toutes les... Alors ils les ont numérotées 1, 2, 3, 4. Moi, je vous ai les resituées. Sur le SME 01, c'était du ICT. Il y avait énormément de candidatures, très peu d'élus. C'était vraiment la ligne dédiée au pôle systématique, par exemple. Ensuite, LMBP, c'était du matériau. Biotech, l'espace. On continue 5-6, c'était la santé. Vous mêlez la santé, par exemple, du ICT sur la ligne 6 avec de la santé pour du diagnostic in vitro ou du monitoring dans le continu. C'est intéressant. SFS, c'est l'agroalimentaire et Blue Growth, c'est le maritime. Ensuite, vous avez l'environnement en bas. Puis vous avez 3 autres lignes. Les transports. SC, c'est tout ce qui est Climate Action. C'est intéressant. Et puis ensuite, vous avez tout ce qui est New Business Model for Industry. Donc, ça veut dire aussi qu'on commence à faire émerger des notions différentes. Quels que sont les budgets là-dessus? Pour 2016-2017, de 26 millions en phase 1 en 2015, on est passé à 45 millions en 2017. Donc, on ne réduit pas les budgets, on est double quasiment. Et 233 millions en 2015 et 390 en 2017 pour la phase 2. Qu'est-ce qui se passe en 2018? Et je voudrais tout de suite, pour l'instrument PME, vous donner ce qui se passe. Il n'y a plus de ligne thématique. Donc, la vraie problématique, c'est que vous allez avoir une immense enveloppe d'environ 450 millions d'euros pour une phase 2. Et comme il n'y a pas une distribution par ligne thématique, comment va être réparti l'argent? C'est la raison pour laquelle, tant que rien n'est publié au 27 octobre, on ne sait pas trop à quoi on va s'attendre. On a une petite idée parce qu'il y a des lignes qui vont émerger. Il y a 3 grandes thématiques qui forment ce qu'on appelle les focus areas. Tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est sécurité et tout ce qui est environnement va émerger avec la santé. L'environnement santé, c'est très lié. Donc ça veut dire que là-dessus, on ne sait pas trop, mais ils ont coupé toutes les lignes thématiques. Ensuite, le SOE, Seal of Excellence, on va en parler juste après. Pour les phases 2, il va passer de 12 à 13. Alors, c'est une question clé parce qu'avec Isabelle de Sutter notamment, on s'est occupé de voir quelles étaient les entreprises qui n'avaient pas bénéficié de financement, mais qui en méritaient un. Et les régions sont en train de travailler pour savoir comment on peut obtenir une miscibilité des fonds et une fongibilité des fonds pour redistribuer, par exemple, du FEDER sous forme d'instruments PME. C'est dans le domaine du possible, mais juridiquement et politiquement, c'est un peu plus compliqué. Donc c'est pour ça que le SO2 qui passe de 12 à 13 va éliminer une bonne part des entreprises pour diminuer la pression. Enfin, les pitchs industriels. Quand vous allez réussir au niveau européen, vous allez aller à Bruxelles et vous allez faire un pitch. Les pitchs, c'est génial, j'en fais tout le temps en ce moment, tout le monde s'exerce. C'est 15 minutes, 10 slides, et vous expliquez votre projet en 10 slides, 15 minutes. Et puis après, vous avez un feu roulant de questions. C'est un exercice extraordinaire, qui est un peu difficile, mais il est extraordinaire. Tout ça doit être confirmé le 27 octobre prochain. Je voudrais attirer votre attention maintenant sur un point. Ce qu'on appelle les focus areas. Les focus areas, c'est quoi? C'est que la Commission se dit que pendant 2 WP ou 2 années, on va potentialiser l'impact sur quoi? Pour 2018-2019, c'est sur le Paris Agreement, les accords de Paris. Il y a 3 milliards d'euros qui vont aller sur le Low Carbon Energy. Puis ensuite, sur le Connecting Economy and Environmental Gains. C'est vraiment l'économie circulaire. Et là, c'est un petit peu moins d'1 milliard d'euros. Puis vous voyez le Digitizing and Transforming Industry and Services, c'est directement pour vous ça. C'est pour systématique. Là, il y a des enveloppes de 1,5 milliard d'euros qui vont être servies sur la digitalisation. C'est quelque chose que l'Europe pousse très fort parce que c'est grâce à cette digitalisation que l'Europe va probablement être parmi les leaders, parce que c'est ça qu'on recherche, mais surtout va pouvoir faire avancer l'entreprise plus vers la digitalisation. Tout à l'heure, quelqu'un vous a dit qu'aujourd'hui, dans l'armée, rien ne fonctionnait sans de l'électronique et du numérique. C'est exactement le cas.
Et enfin, les boosting the effectiveness of the security union, c'est vraiment les problématiques de sécurité. Alors, je vais vous le faire court, mais là, vous pouvez le lire. Globalement, 2014-2015, le WP, il y avait 20 000 propositions. 3 quarts en phase 1, 1 quart en phase 2. Je vous ai résumé sur un seul slide l'ensemble de ces choses-là. Les taux de succès, c'est-à-dire le taux final de réussite, est assez faible, inférieur à 10%, quelles que soient les phases. Le bilan français, vous voyez que les Français proposent presque autant de phase 1 que de phase 2. Le bilan français, c'était qu'on est plutôt bon en phase 1, mais moins bon en phase 2 par rapport au taux moyen de réussite. Sur le bilan 2016, on retrouve à peu près les mêmes chiffres sur l'Europe. Il y a eu 12 000 propositions en 2016, on en est à plus de 17 000 en 2017. Et je pense qu'au total, puisqu'il y a un total, on va dépasser les 50 000 propositions phase 1 et phase 2 sur les 4 ans de programme. C'est un exemple, je voudrais juste attirer votre attention sur, c'est une phase 2. Il y a un an et demi, il y avait 500 propositions par cut-off en phase 2. Aujourd'hui, elles sont de 1500 à 2000 propositions en phase 2. Donc ça veut dire qu'il y a une concurrence exacerbée. Et vous voyez que les Français en 2016 ont déposé autant de phase 1 que de phase 2, avec des taux de réussite qui sont plutôt bons en phase 1, plutôt moyens en phase 2, on va dire. Attendez, 4-6%, c'est plutôt pas mal par rapport à l'Europe. Bon, ça c'est les bilans totaux, je ne vais pas revenir dessus. Le bilan français, c'est qu'on a, jusqu'en 2016, fait 2000 propositions, on n'en est à pas tout à fait 3000 aujourd'hui, mais les taux de réussite sont assez faibles puisqu'on est inférieur à 200 propositions financées, phase 1 et phase 2. Donc vous voyez que les taux sont plutôt faibles. C'est une sélectivité, c'est un concours sur un dossier business. Mais une fois que vous avez rédigé ce dossier, vous êtes capable de le présenter à n'importe qui. Ce sont des thématiques générales. Alors, j'ai insisté ici sur, vous voyez, la ligne 6, PHC et ICT. C'est vraiment énormément de demandes et très peu de résultats. On va continuer sur l'évaluation. Alors, l'évaluation d'un projet comme ça, il est très simple. Vous avez 4 évaluateurs qui vont juger votre projet sur 3 critères. L'excellence, l'impact, l'implémentation. Pour la phase 1, il va falloir que vous ayez au moins dans chaque critère 4 sur 5. Et au total, il vous fallait plus que 13 sur 15. Ce qu'on appelle le Seal of Excellence, le SOE. Et puis en phase 2, il vous fallait 3 sur 5 partout, sauf à l'impact où il fallait 4 sur 5. Mais à Bruxelles, l'impact prime sur l'excellence. Ça veut dire qu'en cas d'égalité, c'est l'impact qui va avoir une pondération de 1,5 pour classer les dossiers. Je vous signale qu'une différence de 3 places, ça peut vous coûter 2,5 millions. Donc ça vaut le coup de se pencher un peu sur la question. Un évaluateur ou une évaluatrice aura 1h30 pour évaluer votre projet, pas plus. Bon, les critères d'évaluation, je ne vais pas vous les dire, vous les aurez, j'ai essayé de vous les lier. Simplement, sur l'excellence, c'est votre innovation. Sur l'impact, c'est votre business. Sur l'implémentation, c'est votre conduite de projet. Il faut être extrêmement précis et ça ne s'écrit pas comme ça en 2 jours. Pour les scores, je vous le fais très court. 0 poubelle, 1 poubelle, 2 poubelles, 3 poubelles, 4 poubelles, 5 c'est bien. Et ça marche à tous les coups. Donc vous allez avoir du very good to excellent dans votre ESR. Evaluation and Scientific Report. Vous allez avoir votre note. Cette note, vous allez avoir des petits commentaires. C'est une ligne. Hein. Il mesure chaque mot. À mon avis, dès que ça dépasse 20 mots, il coupe. Mais ça vous donne une idée d'où est votre projet. Le taux maximal de succès, c'est au 3e dépôt. Et là, il y a des boîtes françaises qui ont vraiment touché 2 millions et demi de subventions et qui ont vraiment débarré. Le Seal of Excellence, c'est ce dont je vous parlais. Rejeté parce que vous n'avez pas été classé. Vous aviez moins de 4 sur 5 ou 3 sur 5 dans chaque critère et la somme ne faisait pas ce qu'il était demandé. Donc en montant de 12 à 13 pour la phase 2, vous voyez que vous allez éliminer un paquet de dossiers. Alors, vous avez ceux qui méritent un financement, puis ceux qui sont financés. Ça dépend du budget. D'où la vraie question que quand vous faites un top-down, un bottom-up, pardon, avec aucune ligne budgétaire, on ne sait pas trop vers quoi s'attend. Donc on suppose qu'un cut-off va privilégier telle thématique, telle autre thématique, on ne sait pas. Et vous voyez que sur le mérite d'un financement, c'est là où les régions essaient de mettre en place des mécanismes pour compléter des financements à côté de tous ceux qui existent au niveau national qui vous ont été présentés ce matin. Alors, le label d'excellence, c'est bien. Moi, je l'appelle la médaille en chocolat. C'est la 4e place aux Jeux Olympiques. C'est sympa, mais ça ne fait pas bouillir la marmite. Alors, je voudrais vous parler de 2 programmes et j'en aurai fini. J'espère que je suis à peu près dans les temps. C'est une initiative de la Commission européenne et d'Eureka. On vous en a vaguement parlé ce matin. C'est cofinancé par la Communauté européenne et les 33 membres de la communauté Eureka. C'est soutenu par BPI en France.
Et le meilleur connaisseur qui soit sur Eurostar, c'est Patrick Cornet de la BPI, qui intervient très souvent avec moi dans tout un tas d'info days dans les régions et qui est vraiment celui qui est le grand chef là-dessus. L'objectif, c'est de développer de nouveaux procédés, produits ou services par une recherche et une innovation. Donc il faut que votre produit soit proche du marché, que votre process soit proche du marché. Ensuite, il faut l'introduire sur le marché dans les 2 ans après la fin du projet. Donc ça veut dire que vous avez un projet, et puis ensuite, il faut le mettre sur le marché dans les 2 ans. Donc tous les secteurs d'activité pour des projets collaboratifs. Les règles de participation, c'est les PME innovantes qui consacrent 10% du chiffre d'affaires à leur R&D. Alors l'ordre du projet est forcément une PME, mais vous pouvez avoir 3, 4 partenaires et vous pouvez avoir des institutionnels dedans ou des organismes publics. C'est aussi possible. Bon, un pays ne participe pas, la durée du projet est inférieure à 3 ans, etc. Ça, je vous les laisserai. Quelles sont, et c'est ça qui m'intéresse, quelles sont les possibilités ? Il y a eu plus de 5000 de projets déposés, 300 à 350 par call, parce qu'il s'agit de call. C'est un taux moyen de 1,4 à 1,5 million d'euros. C'est 35% en termes de taux de projet. C'est 3 participants en moyenne, 2 à 3 pays par projet et 2 ans et demi de durée. Le taux de projet au-dessus du seuil de qualité est 35%. Les Français, là-dessus, ont un très bon taux de réussite qui est plutôt proche de 25% que de 10%. Et je vais finir par le Fast Track to Innovation. C'est un projet qui est intéressant, c'est un programme qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que c'est nouveau et que c'est évolué par la France et par l'Allemagne, et uniquement ces 2 pays. Donc ces 2 pays sont accrochés, mais ce qui est surprenant, c'est qu'il a démarré en 2015 et non pas en 2014. Il y avait 100 millions d'euros accrochés à ce programme chaque année avec 3 cut-offs. Et ce qui est drôle, c'est que la France et l'Allemagne qui ont vraiment poussé ce programme, c'est là où ils ont le moins de taux de réussite par rapport aux autres pays. Donc bon, alors on a essayé de se rattraper un peu. C'est quoi ? C'est un programme pilote qui peut intégrer des grands groupes et des PME. Les 2 grands lauréats français, c'est Peugeot d'un côté et Thales, qui ont généré ensuite des sous-traitances de PME, mais qui ont adopté avec eux une PME. Il y en avait un notamment, c'était la récupération de chaleur des réseaux électroniques. Vous imaginez que ça produit une chaleur dingue. Il n'y a qu'à voir dans des pièces quand il y a des ordinateurs, vous ne savez plus quoi faire de la chaleur. Donc l'idée, c'est de les récupérer pour les redistribuer. C'est un programme qui finance des projets d'innovation, forcément. Pas de recherche, d'innovation. C'est toute la différence. Ce sont des projets collaboratifs. Et vous voyez que c'est un format qui est un peu bizarre. C'est un projet collaboratif, mais qui est quand même destiné aux PME. Et dont la maturité technologique doit être supérieure à 6. Tout ce qui est instrument PME, Eurostar et FTI, si ce n'est pas au-dessus de 6, ça ne marchera pas. L'évaluateur, il va mettre votre dossier dans une poubelle. Et ensuite, c'est aboutir à une commercialisation à très court terme. Il faut accélérer le développement de nouvelles technologies. C'est des petits projets. Il y a une taille opérationnelle. C'est 5 partenaires maximum. C'est 36 mois pour la commercialisation. C'est des PME, des grands groupes et des primo-accédants industriels. Et en fait, il y a ce qu'on appelle le time to grant, qui est assez rapide. J'ai presque fini en 2 minutes. C'est toujours le problème du repas, vous voyez ? Enfin, en fait, il y a autre chose. Les thèmes ne sont pas imposés. Tous les thèmes sont acceptés. C'est du strict bottom-up. Et ils prennent des dossiers qui sont pas mal. Et les projets doivent couvrir les grandes priorités du pilier 2. Alors, la composition, c'est 5 partenaires, avec au moins, dans le cadre de 5 partenaires, 3 entités industrielles qui doivent détenir 60% du budget. En clair, on ne fait pas confiance aux académiques, aux industriels et aux institutionnels pour gérer le budget. Et s'il n'y a que 3 entités, il faut que ce soit 3 entités, mais dont 2 soient des industriels qui gèrent 60% du budget. Et on revient aux règles européennes classiques, 3 entités de 3 pays différents. Les PME peuvent y participer. Il y a au moins 2 entreprises. Et enfin, 3 entreprises dans un consortium. 100 millions en 2015 et 2016. 2017, année blanche, il n'y avait plus de sous. Donc ils ont piqué les sous là pour mettre ailleurs. 2018, on repart. Des prochains cut-offs en mars. Subvention maximale par projet, 3 millions. Oui. C'est quoi le taux de financement? 70%. Subvention maximale par projet, 3 millions. Et la taille budgétaire attendue, c'est entre 1 et 2 millions de subventions par projet. Globalement, alors je ne les ai pas mis les résultats. Bon, le critère impact, c'est toujours très important et c'est le plus important dans tous ces projets. Et globalement, il y a eu, je crois que c'était 300 projets, et il y en a eu, in fine, 25 d'acceptés de financer. Alors,
je suis allé très vite parce que par manque de temps. Moi, j'ai une Bible, c'est Horizon 2020, c'est le site du ministère. Et il faut reconnaître que ce site est particulièrement bien foutu. Je vous le dis comme je le pense. Et là-dessus, vous pouvez aller voir plein de trucs. Ensuite, vous avez le portail du participant, qui est vraiment un site extrêmement bien fait aussi, qui est un système matriciel avec de multiples entrées. Et je voudrais conclure que sur l'instrument PME, comme le Fast Track to Innovation, comme l'Eurostar, il faut que votre proposition, ça soit du business, que ce soit bien présenté, donc très sexy, et que ça soit super pertinent et percutant pour que vous attiriez l'œil de l'évaluateur. Vous avez 4 évaluateurs, et seules les 3 meilleures notes sont prises en compte. En fait, la plus basse et la plus haute sont éliminées. Donc si vous n'avez pas 3 notes qui se concentrent sur le même niveau, vous ne pourrez pas passer. Je vous remercie beaucoup de cette présentation.